Alors en quelques mots, le groupement des entreprises mutuelles d'assurance regroupe des mutuelles qui avaient une caractéristique commune au départ, c'est qu'elles distribuaient sans intermédiaire. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas d'agent, qu'elles distribuaient par des réseaux salariés. Et donc cette différence est importante et nous avons décidé, pour traiter de nos problèmes, de travailler en commun. C'est un syndicat qui regroupe des acteurs majeurs du paysage de l'assurance en France, comme en dehors de la Massif, puisqu'on m'avait cité la MAF, la GMF, la Matmut, la Maïf, et qui, sur le secteur du particulier, un automobile représente à peu près 50% de part du marché, et sur le secteur de l'habitation, presque 40%. En nombre d'adhérents, de sociétaires, un ordre de grandeur, c'est 20 millions. 20 millions de sociétaires couverts par nos mutuelles. Alors, nous fonctionnons comme un syndicat professionnel, c'est-à-dire que nous traitons des sujets qui concernent les membres, que nous organisons la relation avec les pouvoirs publics, qu'ils soient européens, français, et que nous organisons également des échanges avec les professionnels qui interviennent dans le secteur de l'assurance. Voilà ce que l'on peut dire dans les généralités. Alors je vais reprendre votre question parce que je partage complètement sa formulation, mais je pense que l'expertise à l'heure actuelle ne joue pas assez son rôle en matière de prévention. En tout cas sur le secteur qui concerne les mutuelles du GEMA, que nous venons de décrire rapidement, ce côté prévention n'est pas encore assez installé de mon point de vue. La raison n'en est pas du côté des experts d'ailleurs, elle est plutôt du côté des entreprises, où nous n'avons pas encore assez intégré le secteur expertal dans la logique de prévention, mais nous y réfléchissons et je pense qu'il faudrait progresser sur ce thème. Il y a quelques pistes, mais encore une fois, ça n'est peut-être pas à la hauteur de ce que cela devrait être. Voilà. Alors les messages auprès des experts, c'est assez complexe, dans la mesure où on parle des experts en général, et que les experts des compagnies d'assurance ressortissent en vrac, du médecin, des professions juridiques, des experts que je qualifierais de matériel, automobile, habitation, et c'est pas forcément la même chose. Ce qui complexifie le sujet, c'est que en plus dans les experts que nous sollicitons, il peut y avoir dans certaines sociétés d'assurance des experts salariés, et que en général la majorité travaille avec des experts professions libérales ou des cabinets maintenant, puisque c'est la grande tendance ou des associations, et que les messages sont différents. Moi, ce que je crois, c'est que le premier message, c'est que les sociétés d'assurance ont besoin de professionnels avertis, aguerris, et qui font l'effort de suivre les évolutions de leur métier. Donc ce qui est peut-être des fois oublié, c'est qu'une fois installé, une fois la notoriété, il faut continuer à travailler pour évoluer avec l'environnement technique, juridique et autres, et qu'on a l'impression par moment que certains sont sur une rente de situation et qu'à partir de là les problèmes peuvent commencer. Donc c'est ce que nous souhaitons, et puis chose à laquelle ils doivent veiller avec vraiment beaucoup d'attention, c'est qu'ils soient, excusez-moi cette expression un peu triviale, qu'ils soient top. Ça c'est le premier. Deuxièmement, c'est qu'ils fassent leur métier et qu'ils n'arbitrent pas avec des paramètres qui pourraient être celui de plaire à leur mandant ou autre, c'est qu'ils fassent réellement leur métier dans le respect des règles techniques, déontologiques, parce que c'est un mauvais calcul que de vouloir plaire au prince, si je puis dire, puisqu'il y a toujours un retour de bâton qui est celui de la contestation. Donc moi je dirais qu'il faut que les deux conseils majeurs qui me viennent à l'esprit, c'est un, de garder ce niveau d'expertise, puisque tout est dans le terme, expertise, qui fait qu'on les sollicite, et puis deux, de garder leur autonomie, leur déontologie, parce que je pense que c'est ce qui est la deuxième valeur ajoutée que nous recherchons ces deux. Alors, cela existe dans au moins deux secteurs, l'IRD et le petit préjudice corporel.
Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'un problème de quantum. Si nous avons une réparation automobile, je sais pas moi, une éraflure, un petit bout de pare-choc arraché, ça ne vaut pas, il n'y a pas utilité matériellement à diligenter un expert ça va représenter un coût, qui va poser des problèmes à notre adhérent parce qu'il faudra caler un rendez-vous. Après ce rendez-vous avec l'expert, entreprendre des réparations éventuellement pour des sommes qui sont relativement modiques. Donc en fait, dans ce cas-là, on part sur une relation de confiance avec l'adhérent, on lui demande un devis ou autre, et puis si le montant des travaux estimés reste dans le cadre de ce qu'on appelle une franchise d'expertise. On détermine une franchise d'expertise, si ça reste en deçà du plafond de franchise d'expertise, c'est fait. Pour les préjudices corporels, c'est pareil, s'il n'y a que des écorchures, il y a toujours un risque. Quand on a un certificat médical initial, on ne sait pas trop ce que ça va donner par la suite, mais lorsqu'il y a peu de risques d'IPP, on va dire comme ça, nous n'expertisons pas. En clair, nous n'expertisons pas, excusez le terme, au premier euro. Nous expertisons à partir soit d'un quantum en matière d'IPP pour le corporel, soit d'une somme en matière auto ou en matière habitation. Ceci dit, cette politique est très variable selon les compagnies. Il y a des compagnies qui expertisent au premier euro, d'autres qui ont adopté le système de la franchise d'expertise. Les réalités sont très variables sur le terrain, mais donc ça existe. Il peut y avoir tous les cas de figure. Alors, je vais répondre à la deuxième partie de la question d'abord. L'expertise amiable contradictoire, c'est l'exception. À l'origine du dossier, j'entends, à l'origine du dossier. Donc on commence par une expertise non contradictoire. En fonction de la réalité du dossier, il peut y avoir matière à expertise contradictoire, mais c'est en général un deuxième temps. L'expertise contradictoire, c'est assez rare. Voilà. Et pourquoi cela? Il faut le dire, c'est que dans un certain nombre de cas, l'expert qui est mandaté dans le cadre conventionnel, puisque dans les assurances il y a beaucoup de conventions, que ce soit en matériel y compris en corporel, l'expert qui est mandaté dans le cadre de ces conventions est reconnu normalement par une très grande majorité des sociétés d'assurance. Donc jusqu'à un certain niveau, ces conclusions ne sont pas en théorie contestables par les uns ou les autres, sauf faute professionnelle grave, ce qui peut arriver, mais auquel cas il y a une procédure qui est prévue. Donc, si j'essaie de synthétiser, il y a très souvent pour les petits sinistres un expert unique. L'expertise contradictoire vient s'il y a des difficultés, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient de quantum ou qu'elles soient liées à la personnalité de la personne expertisée, parce que ça peut arriver aussi. Et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Alors, la réponse très clairement, oui. Les mutuelles d'assurance ont des listes d'experts attitrés, mais qui ne sont pas des listes figées. Elles tiennent vraiment compte de la capacité technique, de la capacité relationnelle, du niveau de connaissance, du niveau d'adaptation que j'indiquais tout à l'heure. Et donc, si l'assuré nous en laisse, le sociétaire nous en laisse l'initiative, nous proposons notre expert, qui est l'expert de la mutuelle. En général, il n'est pas contesté par l'adhérent, sauf si celui-ci trouve matière à redire à tel moment, mais nous travaillons effectivement avec des listes d'experts dont nous avons validé au préalable la compétence, le niveau, et vous savez que maintenant toutes ces professions sont très encadrées et que l'on peut avoir des repères que nous n'avions pas dans le temps. Donc oui, nous travaillons là. Alors les critères, ils sont ceux-là, ils sont ceux de la formation, ils sont ceux aussi du jugement que l'on fait sur leur activité, parce que nous examinons leur travail, et si nous avons des problèmes qui remontent, nous les traitons. Et c'est pour ça que je disais que les listes peuvent évoluer, ça reste quand même à la marge, mais il y a certains experts qui peuvent décevoir à l'usage s'ils ne satisfont pas, et en particulier s'ils ont une relation qualitative avec les adhérents qui est mauvaise. Parce que, qu'on le veuille ou non, moi je considère que l'expert, c'est l'intermédiaire entre la compagnie et le sociétaire ou la victime
et que c'est notre représentant. Il a un rôle considérable à jouer, parce que quand la victime le voit venir, elle ne le considère pas simplement comme professionnel, elle le considère comme l'intermédiaire de la compagnie d'assurance. Donc il a un rôle à jouer qui peut être positif ou négatif par rapport à son mandat. Donc ça, nous le surveillons aussi de très près. Bien, si je peux personnaliser ma réponse, voilà. J'ai toujours été hostile aux salariés experts des mutuelles ou des sociétés d'assurance. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça peut poser un problème parce que si vous êtes le représentant de la société d'assurance vers la victime, mais que vous ne pouvez pas justifier d'une neutralité puisque vous êtes son salarié. Il y a quelque chose qui tombe dans la relation que l'on veut instaurer. Et même si le premier contact entre l'expert quel qu'il soit et la victime, comment dirais-je, est une relation à trois, le professionnel indépendant a une valeur ajoutée qu'on ne trouve pas chez le salarié. Ça, c'est mon point de vue. Bon. Il n'empêche que dans pas mal de sociétés, de moins en moins d'ailleurs au demeurant, il y a des experts salariés. Donc moi je pense qu'il fallait plutôt aller vers les professions libérales. Bon, l'histoire me donne un peu tort, puisque les professions libérales en matière d'expertise, en tout cas le cabinet traditionnel avec l'expert, deux ou trois collaborateurs, c'est en train de disparaître, malheureusement, pour des raisons que je déplore, mais c'est en train de disparaître, et qu'on arrive effectivement vers ces concentrations d'experts dans des grands groupes d'expertise et qui sont des salariés. Voilà. Alors, si c'est pas l'idée que je soutenais au départ, il faut être réaliste, c'est ce qui existe. Et c'est avec cela qu'il faut travailler. Alors, pour les experts libéraux, je n'avais aucun problème parce que je vous ai dit, moi je souhaitais qu'ils soient déontologiquement à niveau en matière de compétences et la relation avec eux était, de mon avis, très simple. Je ne fais pas de problème avec les experts libéraux. Les experts salariés, je n'ai pas l'expérience dans ma société, je sais ce qui se passe ailleurs, donc je ne vais pas y revenir. Alors, est-ce que la situation actuelle pose problème ? Je vais être obligé de reconnaître que pas vraiment. Pas vraiment. Ces cabinets, je pense, ont des méthodes, en général, qui font que la formation de leurs experts est adéquate en matière technique, parce qu'ils ont les moyens, je pense, de mieux entretenir, et qui leur ont donné également une formation sur le relationnel, j'insiste encore une fois, sur les règles déontologiques, et a priori, les choses se passent plutôt bien actuellement, plutôt bien. Mais on n'a pas assez de recul, puisque vous savez que ce phénomène de concentration à 4 ou 5 ans, pas plus, il faudra voir à l'usage. La mutation se fait progressivement entre libéraux et ces gros cabinets,